Bienvenue dans 94 degrés à l'ombre, chaque dimanche sur Canal B, de midi à 14h. L'émission a pour objectif le maintien des liens entre personnes détenues, leurs familles, leurs proches et leurs amis. L'émission est assurée par des militants et militantes qui souhaitent soutenir la lutte anticarcérale. Vous pouvez laisser vos messages par téléphone tous les dimanches de 10h à 11h30 au 02 99 52 77 66. Par mail à l'adresse 94 degrés à l'ombre @protonmail.com ou par courrier à l'adresse Canal B, 94 degrés à l'ombre, 6 cours des Alliés, 35 000 Rennes. Ces messages seront diffusés dans l'émission 94 degrés à l'ombre sur Canal B. Pour suivre l'actualité de l'émission, retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook 94 degrés à l'ombre. A tout de suite. Il est 13h12 moins 5 minutes à Canal B. Voilà, vous écoutez toujours 94 degrés à l'ombre. Bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoint en cours d'émission, qui se demandaient peut-être quelle était cette émission. Eh bien, pour répondre à votre question, 94 degrés à l'ombre, c'est une émission anticarcérale qui a pour but de maintenir des liens entre les personnes incarcérées et leurs proches au travers de dédicaces musicales, là, comme ce qu'on a pu faire en ce moment, de la lecture de messages, des témoignages aussi, et voilà, du soutien moral. Et puis 94 degrés à l'ombre, c'est aussi en deuxième partie d'émission, donc là ce vers quoi on va aller à partir de maintenant, en tout cas une émission qui essaye aussi de parler d'actualité autour des luttes anticarcérales, de parler des prisons aussi de manière en tout cas plus générale, et voilà, de sensibiliser aussi à des luttes anticarcérales aussi larges soient-elles, en tout cas dans une perspective intersectionnelle, c'est-à-dire mettre en relation tous les schèmes d'oppression qu'on peut retrouver au travers de la prison. Voilà, bien évidemment, c'est une émission qui apporte tout son soutien aux personnes détenues, et on accueille bien évidemment tous les témoignages sans les remettre en question, parce qu'on part du principe de toute manière que les personnes incarcérées ne sont que trop peu écoutées et que leur parole est trop peu relayée. Donc voilà, si jamais vous voyez du sens dans cette émission, n'hésitez pas à nous faire des retours. Si vous avez des critiques aussi, n'hésitez pas à nous en envoyer, sauf si vous êtes flic ou maton, on s'en passera. Mais voilà, pour les autres, vous êtes les bienvenus dans notre boîte aux lettres. D'ailleurs, si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, on a... est-ce que ça vous va qu'on fasse un point contact, là, chanter la bonne transition, venir Absolument. Ok. Alors déjà, on va commencer par nos contacts. Si vous voulez, je vous laisserai faire les contacts utiles si ça vous va. Sinon, je garderai aussi le Mikey Mike. Pour nos contacts, nous, on est disponible par téléphone tous les dimanches quand on prépare l'émission. Donc on est dans les studios. Et donc on est disponible par téléphone entre 10h et 11h45. Sauf quand on est en retard, bien sûr, c'est-à-dire comme aujourd'hui, on est disponible de 11h45 à midi. Non mais voilà, n'hésitez pas à nous appeler. Dans tous les cas, on essaie de venir à l'heure. Parfois, on n'arrive pas à le faire, mais il y aura d'autres moyens de rentrer en contact avec nous. En tout cas, par téléphone, entre 10h et 11h45. Est-ce que tu peux baisser ton bras que je puisse voir le numéro ? Merci. Le numéro, c'est le 02 99 52 77 66. 02 99 52 77 66. Comme je vais vous donner des infos, effectivement, n'hésitez pas à vous munir d'un stylo. Notamment pour l'adresse mail. L'adresse mail, c'est 94 degrés à l'ombre @protonmail.com. 94 en chiffres, degrés à l'ombre tout attaché et sans accent, @protonmail.com. Et puis, on a aussi une page Facebook sur laquelle on essaie de mettre des articles lorsqu'on parle d'articles, en tout cas lors de nos points infos. On reçoit aussi des messages de la part de proches de personnes incarcérées. Voilà, on relaie aussi des témoignages, etc. etc. Et la page Facebook, c'est le nom de l'émission, assez simple, 94 degrés à l'ombre. Et voilà, est-ce qu'il y en a qui ont envie de prendre la suite sur les contacts, ou je reste sur ma lancée ? Très bien.
je reste sur ma lancée du coup. On a bien évidemment un collectif anticarcéral qu'on adore. Je sais pas comment présenter ça, mais j'ai l'impression d'être un vieil animateur de télé de merde. Ouais, pardon. Non, mais en tout cas, c'est le collectif dont je voulais parler, c'est l'Envolée. L'Envolée, qui est un collectif anticarcéral parisien, mais qui en vrai évolue sur tout le territoire que l'on s'est habitué à appeler la France. L'Envolée, du coup, c'est un collectif anticarcéral qui publie, donc qui a des émissions de radio hebdomadaires, donc tous les vendredis soirs en direct, et c'est rediffusé à travers plein de radios associatives locales à travers la France. Donc là, faut se renseigner à travers les différentes radios qui existent. Et puis c'est aussi un journal trimestriel. Voilà, l'Envolée tous les 3 mois essaye de publier un journal pour en finir avec toutes les prisons. Et là, en l'occurrence, il y a il est quoi, pardon ? Il est 13h12. 13h12. Ah ouais, pardon, on doit te couper. 13h12, faut me couper quand il est 13h12. Pour les personnes qui n'auront pas compris ce qu'est 13h12, déjà, c'est étonnant, et ensuite remplacer les chiffres par des lettres. Et donc je reprends sur les contacts de l'Envolée. On a reçu leur numéro 62 qui est sorti en avril 2025. Donc voilà, il est gratuit et accessible à toutes les personnes qui sont incarcérées. Si vous souhaitez recevoir le numéro de l'Envolée, il suffit tout simplement de leur envoyer une lettre. Ou alors vous pouvez passer aussi par nous, par nos contacts, et nous on se fera le relais de votre demande. Mais si vous souhaitez leur écrire, ça se fait à l'adresse l'envolée-fpp pour fréquence Paris pluriel. Donc l'envolée-fpp au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. L'envolée-fpp au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Et donc, comme je le disais, la revue, elle est gratuite et accessible à toutes les personnes incarcérées. Pour les gens qui ne sont pas emprisonnés mais qui souhaitent quand même recevoir la revue, vous pouvez. Le tarif en plus, il est quand même hyper abordable, et puis ça permet quand même de financer le collectif, la lutte et tout ça quoi. Enfin, c'est aussi important. Je crois que la participation financière, c'est entre 15 et 25 euros. Je me rappelle plus si c'est 15 ou 25, et donc c'est pour 3 revues par an. Il y a aussi la radio de l'Envolée qui est joignable donc par téléphone au 01 40 05 06 10. Donc ça, c'est le standard de la radio de l'Envolée. 01 40 05 06 10. Et puis il y a un téléphone sur lequel vous pouvez laisser un message au répondeur et ou envoyer des textes, enfin des textos là, des SMS. C'est au 07 53 10 31 95. 07 53 10 31 95. Et puis si vous souhaitez leur envoyer un mail, c'est contact@l'envolée.net. L'Envolée, à la fin, il y a 2 E. contact@l'envolée.net. Voilà, je pense que j'ai fait tous leurs contacts possibles et inimaginables. J'espère que vous allez arriver à les contacter si vous le souhaitez. Il y a aussi l'OIP, l'Observatoire international des prisons. Donc, qui pour le coup propose aussi gratuitement un recueil d'accès au droit, aux différents recours dont les personnes détenues ont possibilité d'avoir accès. Je ne sais pas si cette phrase a grand sens. Donc ce gros bouquin là d'accès au droit, c'est le guide du prisonnier, et si vous souhaitez le recevoir gratuitement, il faut leur envoyer une lettre donc à l'adresse de l'OIP au 7 bis rue Riquet, 75 019 Paris. OIP-SF au 7 bis rue Riquet, 75 019 Paris. Et puis enfin, et plus localement, il y a l'association Brin de Soleil sur Rennes, qui est une association de maisons d'accueil des familles et des proches de personnes incarcérées dans les dans les centres pénitentiaires de Rennes et de Rennes-Vezin, donc CPH et CPF.
Brin de Soleil, c'est quand même une grosse asso avec pas mal de bénévoles qui du coup bossent dans des lieux d'accueil solidaires ou d'hébergement solidaire. Il y a notamment donc la maison Titom et la maison Luciole. La maison Titom, elle est au niveau du CPH et la maison Luciole au niveau du CPF, qui sont des endroits dans lesquels vous pouvez passer, que ce soit avant ou après un parloir, pour discuter avec des bénévoles, pour faire garder votre enfant, pour déposer du linge, pour poser des questions, discuter avec des bénévoles quoi. C'est une structure qui est assez intéressante, enfin je sais pas comment dire ça, mais nous on a conscience que les parloirs, que ce soit à l'aller, mais je pense notamment au retour quand on sort des parloirs où ça peut être un peu lourd de se séparer des proches qu'on vient de voir et qui retournent en prison, et ça peut être des beaux moments de solidarité, de soutien, on vous invite à rentrer en contact avec les bénévoles de Brin de Soleil, ou en tout cas à vous soutenir entre proches de détenus aussi pour affronter ces épreuves là quoi, qui sont pas simples. Et puis dans un autre registre de solidarité, on va dire, Brin de Soleil propose aussi la Maison Arc-en-Ciel, qui est un hébergement solidaire, donc comme je disais, et qui permet aux personnes qui sont titulaires d'un permis de visite au CPH ou au CPF, ou alors qui viennent assister à un procès qui serait domicilié en dehors d'Ille-et-Vilaine, de pouvoir donc bénéficier d'un hébergement solidaire. Donc c'est une sorte d'hôtel entre guillemets dans une maison. Pour pouvoir séjourner à la Maison Arc-en-Ciel, la participation financière elle est de l'ordre de 12 € par chambre et par nuit, et puis c'est 2 € par personne supplémentaire dans la chambre. À savoir, le petit déjeuner est inclus, et puis il y a la possibilité de préparer ses repas pour le reste de la journée si besoin. Je ne vais pas vous donner les adresses individuelles de chacun de ces bâtiments-là, mais à savoir, si vous voulez rentrer en contact avec Brin de Soleil, le numéro de l'asso, c'est le 02 99 53 46 34. 02 99 53 46 34. Voilà, n'hésitez pas à noter ces numéros chaque semaine, à les relayer à des personnes qui pourraient en avoir besoin. Peut-être que vous n'avez pas besoin de ces contacts-là, mais peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans le besoin, qui n'écoutent pas forcément l'émission et qui pourraient être intéressées. Soutenez-vous, c'est très important. Et puis enfin par mail, donc le contact de Brin de Soleil, c'est contact@brindesoleil-rennes.fr. Voilà, normalement j'ai fait le tour de tous les contacts, c'est assez large mais c'est important de le faire. Et puis il est 13h20 quasiment, on va s'écouter une petite musique, toujours à cab, toujours anti-flic ici, et puis on passera au point info. Est-ce que vous voulez faire maintenant un petit glossaire de ce dont vous allez parler, ou alors on attend la suite de la musique ? Et pour teaser un petit peu sans trop vous en dévoiler, on va parler des personnes LGBT ou queer. On pourra expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire exactement, de ce que ça fait d'être en prison ou d'être enfermé, enfin du lien entre les LGBT et les lieux d'enfermement, de la criminalisation, des conditions de détention, de la psychiatrisation, tout ça. On pourra en parler juste après une musique de transition. Voilà, à tout de suite. La musique de transition, c'est une musique de Sarah Ebé que j'avais entendue à une manif du 8 mars dans un cortège féministe radical. Le morceau s'appelle ACAB et c'est Sarah Ebé et Sacha Satia et Ramino Jota. Désolé pour avoir bugué sur les noms. Voilà, on s'écoute ça tout de suite et puis juste après c'est le point info. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte. Preguntó que qué hacía, dije que era cantante. Me pidió que demuestre, quería que cante. Abrí grande la boca, mostrando los dientes. Me exigió que respete, dijo calabozo. Y en una libreta escribía mi nombre. Me dijo usted parece prototipo de puta. Sudamericanas, paradas
que no mira el hambre que se reparte, ahora más tarde y todos los días. Del otro lado de las orillas, la tele cuenta cómo es la movida. El vecino decidiendo que va la mejor, que vaya y que me mantenga por vos. Mendoza, La Plata o Constitución, más tecnología hacia el mundo mejor, más que te más miedo y control. Patrulla tu vida para tu confort, que sigo operando por las autopistas. El más mataguacho te tiene en la mira, mide tus costillas, te ponen cuclillas como la ficción. En tu cara gatilla, que caiga la lluvia sobre la casa, que esté más lejos, que se derrame esta peste, glifosato desde el techo, solamente encima de todas las villas. Te saluda el mundo del choque profundo. Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Te llenamos la plaza, bajamos en Pasco. Limón y agua en contra de este fiasco. Oh, qué placer ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones, fuertes como un bloque, en un grito colectivo contra sus escuadrones. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder hay vida. Et voilà, c'était Akab de Sarah Hib. Je ne sais pas du tout si je le prononce correctement. Et puis on va passer à la seconde partie de l'émission, le point info, pour parler un petit peu des personnes LGBT et des personnes queer. Mais d'ailleurs, peut-être pour commencer cette émission correctement, on pourrait essayer de définir ensemble ce que c'est queer et c'est quoi la différence avec LGBT. Pour ça, j'ai un petit texte qui en parle, mais je pense qu'on peut aussi se laisser la liberté là dans le studio de le faire nous-mêmes. Parce que je pense qu'on est assez concerné par la question. Il y a pas mal de pédales dans le coin et du coup, voilà. Est-ce que vous voulez dire un petit mot là-dessus, l'équipe, ou est-ce qu'on passe au texte En vrai, on peut essayer de définir nous-mêmes, non ? Ouais. Comme ça. Ouais. Mais déjà, peut-être on peut dire que LGBT, c'est lesbienne, gay, bisexuel, trans. Et après, ça continue, il y a les intersexes aussi. Voilà. Il y a le A pour les personnes aromantiques, asexuelles. Donc, on parle de désir sexuel. Ou peu de désir sexuel et ou romantique. Et donc, qui s'inscrit dans le spectre de ne pas être dans l'hétéronormativité. Ouais, peut-être on peut définir hétéronormativité. Est-ce que quelqu'un ici a envie de le faire ? Pour moi, l'hétéronormativité, c'est le fait que la société attend des gens qui soient hétéros et qui fait en sorte que ce soit la référence. C'est ça, mais du coup, ça peut aussi dépasser un petit peu ce cadre, parce que dans les attentes-là, c'est aussi avoir la famille traditionnelle nucléaire, avec un papa, une maman et des enfants, avec des gens qui du coup vont être dans des relations romantiques, et aussi reproduire des relations sexuelles avec des partenaires du sexe opposé, entre guillemets, au leur. Donc c'est pour ça qu'on peut aussi rajouter les personnes aromantiques et ou asexuelles dans l'acronyme LGBTQIA+. Et du coup, le Q, c'est pour queer. Et queer, c'est un terme, à la base, c'était une insulte. C'est un mot anglais qui veut dire bizarre ou étrange, et qui s'est fait réapproprier par la communauté, et donc qui est un terme plus politique que simplement LGBT. C'est une revendication politique, en fait, pour dire que oui, on est bizarre, oui, on est marginalisé, et c'est une identité à part entière. Cette exclusion de la société, le fait d'être bizarre, d'être chelou. Et du coup, on va un peu en parler là, justement, dans la criminalisation des personnes LGBT dans l'histoire et encore actuellement, mais aussi la psychiatrisation, parce que c'est une communauté qui a été beaucoup dit comme folle, encore récemment en France, les personnes transgenres. Du coup, transgenres, c'est les personnes qui ne se reconnaissent pas dans le genre qu'on leur a attribué à la naissance. Donc c'est par exemple une personne qui à la naissance on va lui dire que c'est une meuf, et puis en fait en grandissant elle va se rendre compte que c'est pas forcément le cas, et donc va peut-être s'identifier comme un homme, et du coup va transitionner vers
quelque chose de différent de son genre d'assignation à la naissance, qui était femme. Elle Voilà. va se rendre compte ou alors même elle va construire son genre comme elle Ouais. en a envie. C'est ça. Et du coup, ce que je comprends bien si je comprends bien dans la différence que tu fais entre LGBT et queer, c'est que LGBT, si je comprends bien, c'est genre basé plus sur les identités. Donc je suis lesbienne, je suis pansexuelle, je suis voilà, donc plus un truc où on va se définir, alors que queer c'est plus un truc de vécu. Où on va dire le discours ça va être je suis marginalisé par la société, donc c'est ça qui va créer mon identité et c'est pas moi. Je me perds dans ce que je suis en train de raconter, mais bref, ça va inclure beaucoup plus de luttes comme la lutte des fous, des folles, ça va inclure la lutte des bizarres, ceux qui sont qualifiés de cafards des bas étages, quoi. Et ça peut se retrouver aussi, il y a un terme qui est de plus en plus en vogue pour remplacer LGBT, c'est TPG, qui va plus s'axer sur le vécu matériel des gens, ça veut dire transpédéguine. Donc effectivement, plutôt que dire moi je suis homosexuel ou je sais pas quoi, la personne va plus se dire, elle va prendre la question dans l'autre sens et se dire comment la société me voit, elle me voit comme un trans, un PD ou une gouine et rien de plus. Du coup moi c'est comme ça que je l'interprète en tout cas, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Si grave, c'est un peu ce qu'on va appeler le matérialisme, donc c'est prendre le vécu matériel des personnes et à partir de là construire l'identité dessus parce que c'est ce que tu vis qui forge qui tu es, voilà comment tu t'es perçu dans la société. Et donc nous plutôt c'est là-dessus qu'on se base, en tout cas on est plusieurs dans le studio à penser comme ça, à voir les choses comme ça et c'est pour ça que le terme queer nous parle plus, qu'on parle du coup de TPG des fois plus que de LGBT parce que du coup c'est transpédéguine parce que c'est comme ça que la société nous perçoit. Voilà. Et pour moi c'est plus important de réfléchir dans ce sens-là plutôt que me créer une identité. Et j'ai l'impression aussi qu'en termes de revendications, ça va un peu changer. Je pense que les revendications des LGBT, ça va être par exemple l'accès au droit au mariage ou au fait de pas être discriminé au travail, qui sont en soi, pourquoi pas, des revendications intéressantes. Par exemple, le droit au mariage, je pense notamment aux couples gays, par exemple, dont un était malade du VIH. Avoir accès au mariage, ça veut dire aussi pouvoir, si l'un des deux décède, avoir un pouvoir de décision sur ce qui se passe, avoir le droit d'hériter, etc. Mais ça reste des revendications qui sont dans des normes sociales, notamment du fonctionnement capitaliste, qui fonctionne beaucoup sur un fonctionnement de couple, où il y a un des deux qui va pouvoir aussi s'occuper du foyer gratuitement, faire d'un système d'héritage. Donc si on a un capital, qu'on est bourgeois, ça veut dire que c'est les enfants qui héritent. Enfin, il y a... je pense qu'il faut sortir de cette idée que l'orientation sexuelle, justement, c'est qu'un truc privé qu'on fait dans son lit. Parce que, et du coup, là, peut-être que s'il y a des hétéros qui nous écoutent, qui vont se sentir un peu attaqués, en fait, on n'attaque pas qui vous aimez, comment vous vivez. C'est plus de parler de comment notre société fonctionne et qui fonctionne justement sur le fait qu'il y ait un couple qui s'occupe des enfants, un des deux qui va pouvoir travailler, gagner plus d'argent, un des deux qui va travailler gratuitement à la maison, des enfants qui vont hériter, etc. Et du coup, je me suis un peu perdue. Et du coup, les queers vont, au-delà que demander des droits pour avoir les mêmes droits que les hétéros, vont avoir des revendications qui vont plus loin, qui souvent vont critiquer le capitalisme, mais aussi l'impérialisme et la colonisation. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure avec les prisons. Ouais. Mais la répression des LGBT a été très forte pendant la colonisation. On va y revenir après, je pense. Je vais pas m'étaler maintenant, sinon ça va être infini. Je m'arrête de parler. C'est vrai qu'on Moi, avait peur de ne pas avoir le temps de préparer l'émission, mais en fait je crois que ça va glisser tout seul et du coup là Camille t'avais quelque chose à dire là-dessus. Moi je dirais juste une citation que j'ai vue il y a pas longtemps et en vrai parce que je trouvais ça intéressant ce que tu disais à un moment donné dans les années 70 par exemple, les années SIDA, les trucs comme ça, c'était intéressant genre de parler de diversité, parler d'inclusion et tout. Mais moi j'ai l'impression que maintenant il va falloir qu'on sorte de ça et il y a une citation qui me paraît intéressante, c'est Don't integrate, disintegrate, donc n'intégrez pas, désintégrez. Et je trouve ça intéressant de se dire on n'a rien à attendre de la société, les droits faut qu'on les chope, faut qu'on marave les bourges qui nous oppressent et on n'a rien à attendre d'eux et demander de l'inclusion, demander de l'acceptation de la diversité, en vrai ça a ses limites, c'est peut-être un bon point de départ des luttes. Je dis pas que ça va servir à rien, mais moi j'essaye de me sortir de ça en tout cas. Voilà. Et du coup, cette émission, on avait un peu envie de la faire à ce moment-là de l'année parce que du coup, le mois de juin, c'est le mois des fiertés. Donc c'est le mois de revendication pour les personnes LGBT et queer, etc.
Mais avant de juste être des marches où on a des super drapeaux et il y a des drag queens qui dansent sur des chars, ce qui, bon, certes est chouette, à la base, c'était quand même des émeutes, c'était des révoltes. Et du coup, c'est peut-être bien de faire un petit point là-dessus. Et puis ensuite, aussi de parler historiquement de la colonisation et de ce que ça induit aussi, et de pourquoi est-ce que maintenant on doit se libérer de aussi cette pensée occidentale, hétéronormative, etc. Et donc du coup, Stonewall, est-ce que quelqu'un veut nous faire un point sur qu'est-ce qui s'est passé, c'est qui, c'est quoi? Non? Ok, moi je peux. Vas-y Camille, on t'écoute. Alors moi je suis un peu nul en histoire et tout, du coup ça va être très peu précis, donc j'attends de vous que vous me complétiez. Yes. Mais si j'ai bien compris, c'était aux États-Unis, il y avait des bars gays, genre entre guillemets clandestins, je crois. Et il y a eu des descentes de police multiples. Il y en a une qui a déclenché genre un truc de révolte où là du coup c'était plus des homosexuels, je crois. Je me demande s'il n'y avait pas des trans aussi. Ouais, il y avait des... En fait, les personnes qui ont le plus porté ces révoltes, c'était des meufs trans racisées. Ok. Donc racisées, c'est les personnes qui ne sont pas blanches, qui subissent du racisme, handicapées et souvent qui étaient travailleuses du sexe. Ah ouais, j'avais pas tout ça en fait. Donc putes, voilà, et parce que c'était un peu les personnes qui faisaient le plus marave par la police en fait, et qui du coup n'avaient plus grand chose à perdre aussi, et qui avaient aussi beaucoup de choses à revendiquer par tout ce qu'elles subissaient. Et donc dans ce club de Stonewall, c'est comme ça qu'il s'appelait, c'est là que tout a démarré. Il y a une espèce de pride radical qui s'est mise en place, et ça, ils ont créé une émeute en fait contre la police pour dire non, vous ne ferez pas une descente pour nous enfermer et pour nous mettre en prison parce qu'on est dans ce club. Et donc ça a créé toute une culture autour de la pride, et ça a basculé un peu en marche des fiertés, en mode on se réapproprie la rue, on est ensemble et on va montrer qu'on existe. Et du coup voilà. Mais ça a tendance du coup à un peu perdre de sa radicalité au fil des années, à se libéraliser en fait, où maintenant tout ce qu'on veut c'est pouvoir avoir des beaux drapeaux à afficher et mettre de la musique dans la rue, alors qu'à la base c'était beaucoup un truc de on veut pouvoir exister sans se faire réprimer, sans se faire agresser, sans se faire tuer, sans se faire violer par la police, par les bourgeois, etc. Voilà. Libéraliser, comment on pourrait définir ça, c'est... Ah, tu voulais parler ? C'était peut-être pour développer plus sur la répression policière qui existait à l'époque, mais en gros, pour un peu situer ce que ça représentait, ces descentes de police, en fait. Alors je sais pas exactement comment c'était en France, mais aux États-Unis, il me semble que la loi c'était que t'avais pas le droit d'avoir plus de 3 vêtements du genre opposé sur toi. Et donc, en gros, les personnes qui avaient plus de 3 vêtements se faisaient embarquer par la police. Donc, c'était les drag queens. Qu'aujourd'hui, c'est les drag queens qu'on connaît. Donc, souvent des mecs gays qui s'habillent en femmes et qui font des shows. Mais c'est aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les femmes trans, qui en fait, on les appelait les drag queens, les queens publiques. Donc, en fait, c'était des hommes, entre guillemets, mais qui vivaient comme des femmes dans la vie de tous les jours. Qui pouvaient s'appeler des travestis à l'époque aussi. Et donc, elles étaient arrêtées. Et aussi, les lesbiennes masculines qui portaient des vêtements de mecs. Et donc, ils étaient arrêtés par la police, emmenés en garde à vue. Souvent, ça constituait beaucoup de violences, notamment sexuelles. Il fallait donner de l'argent pour pouvoir sortir. Donc, souvent, quand t'es précaire, c'est tes proches qui doivent se cotiser pour te permettre de sortir. Voilà quoi. Donc, c'était très violent. Beaucoup de tabassage aussi. Voilà. Fun. Notre société, elle s'est construite sur ces violences-là aussi, ce qui fait que même si là on peut en parler au passé, moi je pense que c'est toujours important de rappeler que c'est toujours d'actualité pour les personnes queer de subir ces violences-là, de subir même cette peur-là aussi au quotidien. Et même on parlait de descente de police aux États-Unis dans des bars queer, LGBT. En fait, là ça m'a rappelé qu'en 2023, il y avait eu une descente de police devant un bar queer après une manif suite contre la réforme des retraites. Et les keufs avaient arrêté des personnes qui étaient dans le bar quoi, et qui profitaient de leur soirée. Aussi parce que c'est des personnes qui sont marginalisées, qui sont criminalisées, et qu'à partir du moment où tes revendications elles sont un petit peu virulentes et qu'elles n'ont pas un discours tout gentillet, effectivement là tu déroges à la règle, et donc on peut aussi beaucoup plus facilement t'arrêter. Moi je vais rebondir là-dessus et dire que aussi c'est important dans beaucoup de luttes de se rendre compte que c'est pas parce que c'est pas visible une oppression par exemple, c'est pas parce que le colonialisme il est soi-disant fini et il n'y a plus de colonie française en tant que telle avec Soi-disant oui. Voilà.
Ou de même que c'est pas parce qu'il n'y a plus des descentes de police 3 fois par semaine dans les bars gays que c'est pas fini. Moi je pense notamment, on a appris il y a 2-3 jours que, comment elle s'appelle, Valérie Pécresse a coupé les subventions de la Marche des Fiertés à Paris. Et je suis en mode mais what the fuck. Et c'est pourquoi, parce que sur l'affiche ils ont mis une femme politique je crois, ou en tout cas un ou une politique qui était genre pendue. Et du coup, elle s'est identifiée à cette personne. Bon, du coup, moi, je la trouve du coup assez perspicace là-dessus. Et du coup, c'est pour prouver que, en tout cas, moi, je trouve que ça appuie le fait que c'est important aussi d'avoir une critique radicale de la société, en mode, c'est pas parce qu'il n'y a pas des violences en tant que telles de rue que ça n'existe pas. C'est pas pour ça que on peut pas dire que la société est ouvertement contre les TPG, les queers. Et ça se voit dans les financements, ça se voit dans les conditions matérielles de vie, ça se voit dans les statistiques, dans l'espérance de vie. Et pour moi, c'est là-dessus que je voulais rebondir. La société est toujours contre les queers. Ouais, et du coup, pour revenir un peu sur cette question des queers et de la marginalité, et faire le lien aussi avec la prison et la psychiatrie, justement, en fait, on parle de queer parce que justement, c'est une identité qui est réprimée énormément. Qui a souvent été psychiatrisée. Donc jusqu'à récemment en France, les personnes trans, la transidentité, c'était considéré comme une maladie mentale. C'était dans les livres médicaux, ça pouvait mener à des enfermements psychiatriques. Ouais. Et puis pareil, en vrai, pour les personnes gays et lesbiennes, c'était genre en France, c'est encore assez récent, je crois que ça soit sorti. Des livres médicaux et tout ça, je sais pas si... C'est les années 70-80, je crois, pour les gays et lesbiennes, et les trans, c'est 2017, il me semble. Et ça menait aussi à des stérilisations forcées. Donc, les trans ne pouvaient pas faire d'enfants si vous voulez transitionner. Ouais, c'est vrai. Et ça rejoint un peu cette idée de on veut pas que ça se propage trop. Alors, on sait pas si c'est héréditaire ou pas, mais vaut mieux pas qu'ils fassent d'enfants. Et j'ai l'impression que c'est en lien un peu avec une vision productiviste de la société, en mode si t'es trans, t'as moins de chances d'avoir des enfants, t'as moins de chances d'être apte à aller travailler, notamment parce que tu participes pas à l'institution de la famille nucléaire, donc un papa et une maman, qui va créer une société assez droite et assez productive. Du coup, voilà. Bah ouais, j'ai l'impression que ce qui se passe en fait dans nos foyers est finalement très intéressant pour le pouvoir étatique. Enfin, on a l'impression que c'est des choix personnels, mais en fait, finalement, si on fonctionne tous pareil, c'est que ça a aussi un intérêt économique notamment. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et de contrôle social et aussi. de contrôle social. Et du coup, notamment pendant la colonisation, peut-être, où tu voulais continuer sur justement, la je voulais psychiatrie. qu'on peut-être se lance aussi sur la colonisation et sur le lien avec tout ça. Parce que, par exemple, dans le monde, là, en ce moment, les pays où l'homosexualité ou la transidentité sont encore pénalisées, criminalisées, c'est notamment en Afrique et dans quelques pays d'Asie. Donc on a un peu cette idée que finalement, les pays du Sud, c'est les plus homophobes. Il y a un peu une idée de raciste, on a l'impression que c'est un peu un truc qui naît comme ça. Donc en effet, en ce moment, c'est des pays où l'homophobie, la transphobie se manifestent de la façon la plus violente. Mais en fait, c'est explicable par l'histoire, notamment l'histoire de la colonisation, où en fait, alors c'est pas pour idéaliser comment ça se passait dans ces pays-là, il y a plein de contextes différents, c'était très différent, mais en tout cas, finalement, le mode occidental de la famille nucléaire, donc la famille nucléaire, c'est un papa et une maman, des enfants, était pas si répandu que ça. Et il y avait des gens qu'on pourrait appeler queer, même si je pense qu'ils se nommaient pas comme ça à l'époque, qui vivaient. Et en fait, la colonisation, justement parce qu'il y avait besoin d'un très fort contrôle social, a forcé aussi à instituer l'hétérosexualité et des normes de genre très binaires. Je sais pas si vous avez quelques exemples. Moi, par exemple, j'ai lu sur les Hijas en Inde. Ouais. Donc, c'était des personnes nées hommes, mais qui vivaient en tant que femmes depuis l'enfance et qui ont des places... je pense qu'on peut parler un peu au passé, je sais pas à quel point ça existe encore aujourd'hui. Je crois qu'elles existent encore, mais que c'est des personnes extrêmement marginalisées, extrêmement réprimées, qui vivent plein de trucs de merde, qui sont peut-être emprisonnées, qui sont peut-être agressées aussi, donc de moins en moins visibles. Et du coup, elles avaient des places importantes, elles étaient très intégrées dans la société, genre pendant les cérémonies, les mariages notamment, il me semble. En vrai, je connais pas assez. Je sais qu'il y a les Two Spirit aussi, genre chez les natifs, mais donc aux États-Unis actuels, quoi.
Enfin, de toute façon, si on fait de l'anthropologie, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de sociétés à travers le temps et depuis des milliers d'années qui, en fait, se sont construits avec parfois un troisième genre ou quoi que ce soit, des traces en tout cas qui montrent que ça existe depuis très longtemps, elles sont là. Et même si c'était pas nommé comme ça, c'est une forme de queeritude, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Même si du coup dans leur contexte c'était pas des choses qui étaient bizarres ou marginalisées, c'était au contraire tout aussi normal que... Ou même des fois bien vu. Ouais, c'est ça, Ouais. c'était genre un truc culturel en plus que la colonisation a effacé ou alors a rendu marginal, comme un truc en plus qui est bizarre, qui compte moins ou qui est juste un truc supplémentaire aux identités de genre hommes et femmes binaires, alors que dans leur contexte c'était pas du tout comme ça que c'était vécu en fait. Et du coup, si je peux résumer un peu ce que tu as dit, en gros, dans les pays qu'on considère comme conservateurs, anti-queer ou je sais pas quoi, donc en gros les pays où habitent les Noirs et les Arabes, quoi, on a exporté la colonisation, on a exporté nos normes de genre, nos normes de famille, de tout ça. Et maintenant, on est en train de dire que c'est nos ennemis politiques, que les Noirs et les Arabes, c'est des ultra-conservateurs parce qu'ils sont musulmans ou je sais pas quoi, et que c'est les ennemis des queers. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, et je trouve que c'est toujours utile de rappeler que ça sera jamais nos ennemis politiques, et qu'il y a beaucoup de queers aussi dans ces communautés marginalisées, et ça, voilà. Vive l'antiracisme. C'est ça, la lutte, elle dépasse la race, entre gros guillemets, et les frontières, de toute manière. Elle existe partout dans le monde, au final. Et je sais pas exactement comment dire ça aussi, mais effectivement, comme il y a eu du contrôle social pendant la colonisation, en fait, les discours racistes s'imprègnent aussi en nous, et que même si on est une personne racisée qui vit donc du racisme au quotidien, en fait, on peut comment dire, en fait parfois être en accord avec les idées racistes qui sont véhiculées et être tout à fait d'accord que les Noirs ou les Arabes ne sont pas du tout homosexuels, que ça n'existe pas là-bas, que c'est une déviance ou quoi que ce soit. Moi, c'est des discours que j'ai déjà entendus aussi vachement, et en fait je pense à tous les discours du PIR, par exemple, du Parti des Indigènes de la République. Je sais pas si ça vous parle. Ouais, je connais. Du tout, mais enfin voilà. Ouais, en vrai, moi je les ai un peu écoutés. En vrai, c'est plus nuancé ce qu'ils disent. Puis on va ça rentrer dépend, dans en fait, des débats ça se construit dans le temps aussi après. Mais... Oui, sans doute qu'il y a peut-être des positions qui ont changé. Mais en gros, c'est parce que après, je crois que le pire, ils ont une critique aussi de ce qu'on appelle l'homonationalisme. Justement, c'est notamment les homosexuels et aussi les femmes qui ont justement cette idée que c'est les Noirs et les Arabes les plus racistes et les homophobes, et que justement c'est les étrangers en France qui mettent en danger les homosexuels, ou alors qu'il faudrait aller éduquer dans les pays arabes ou africains sur je parle pas dans le micro, sur l'homosexualité, etc. Enfin, un peu cette idée, un peu un truc paternaliste d'aller expliquer aux Noirs et aux Arabes qu'il faut être LGBT et tout, et d'imposer aussi les normes homosexuelles et queer qu'il y a en France aux queer d'autres pays. Genre en fait ça peut s'exprimer différemment, et leur lutte s'applique aussi aux contextes politiques locaux et c'est pas forcément revendiqué de la même façon. Bon bref. En tout cas, si jamais ça vous parle pas trop, là, tout ce dont on parle, je pense que c'est aussi important assez basiquement de partir du principe qu'il y a des gens qui souhaitent vivre, qu'il y a des gens qui souhaitent être heureux dans leur vie, dans leur identité, et que ça vous coûte rien du tout que d'accepter ça et que de les soutenir là-dedans, parce que ça permet à tout le monde de pouvoir vivre ensemble et d'être un minimum heureux. Et de la dignité. De la dignité. Peut-être qu'on peut retourner sur le contexte français et un peu parler des conditions d'emprisonnement. Ouais. Je pense qu'on va notamment parler des femmes trans. Donc les femmes trans, c'est des personnes dont on a dit que c'était des hommes à la naissance et qui deviennent des femmes ou sont des femmes. Donc peuvent... et donc souvent vivent en tant que femmes dans leur vie de tous les jours, même si leurs papiers d'identité ne sont pas forcément changés, même si elles n'ont pas fait d'opération de changement de sexe. Bon, je donne un peu des détails pour les gens qui ne seraient pas trop au courant et tout. Ouais. Et donc en fait, alors pourquoi les femmes trans, je pense que c'est la population LGBT qui est le plus incarcérée en France. Donc ça s'explique notamment parce que souvent elles vivent dans des grandes conditions de précarité. Elles n'ont pas accès au travail parce que justement elles sont discriminées, parce que y a un peu cette idée de mais t'as homme sur ton papier, mais tu t'habilles comme une femme et tout, donc elles ont beaucoup de mal à trouver du taf. Donc souvent elles vont trouver des moyens de gagner de l'argent qui ne sont pas légaux, donc on peut penser par exemple au travail du sexe, au trafic de drogue. Je pense que la criminalisation...
criminalisation des... Enfin, comment dire non, c'est l'abolitionnisme contre le travail du sexe, fait qu'il y a beaucoup de ces meufs-là qui se retrouvent en prison, notamment c'est la loi contre le proxénétisme. Donc le proxénétisme, on a un peu cette idée de, qui existe, d'un mec méchant qui a des putes pour lui et qui les fait travailler et qui les exploite. Mais en fait, la loi du proxénétisme est très mal faite, et donc ça fait que toute personne qui en fait soutient d'autres travailleuses du sexe peut être accusée de proxénétisme. Donc par exemple... une meuf qui fait du travail du sexe mais qui logerait chez elle des copines qui font aussi du travail du sexe parce qu'elles ont des galères de logement, et ben en fait elle peut être considérée comme proxénète et se retrouver en prison. Et même encore pire en vrai, si t'as un ou une pote TDS qui te paye si toi tu payes un café à un ou une pote TDS, c'est considéré aussi comme du proxénétisme. Non, c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. Si c'est un ou une TDS qui paye un café à quelqu'un, c'est considéré comme du proxénétisme parce que c'est de l'argent du travail du sexe. C'est ça, si j'ai bien compris. Oui, je crois. Et donc C'est juste TDS, moins c'est pour réprimé, tu travail vas du sexe, peut-être travailleur pas ou finir en travailleuse du tôle. sexe. Tu vas peut-être pas finir en tôle si non, bien sûr. une TDS te paye un café, mais oui, c'est l'idée que en fait cette loi est très mal faite. Oui. Et ça pourrait être intéressant de un jour se faire une émission spécialement là-dessus parce que c'est quand même quelque chose qui est mis à la marge et qui est très réprimé et criminalisé. Et du coup, ça pourrait être intéressant d'en parler. Et du coup, donc ces meufs trans, c'est souvent des femmes migrantes. Donc en vrai, il faudrait qu'on parle aussi de la criminalisation des personnes sans papier. Donc elles se retrouvent encore plus facilement en prison. Souvent, elles n'ont pas les bons papiers. Donc bref, en fait, en gros, elles se retrouvent dans des tôles pour mecs. Donc après, ça dépend des prisons, mais soit elles sont incarcérées avec des hommes. Et donc il y a un peu cette... Donc ce qui, en vrai, souvent les met en danger. Souvent, elles vivent beaucoup de violences transphobes, homophobes, de violences sexuelles. Voilà. Ou alors soit pour leur protection, elles sont mises à l'isolement, mais je pense que protection entre gros guillemets. Protection entre gros guillemets, elles sont mises à l'isolement, et donc en fait ça se rapproche quand même beaucoup de la torture psychologique, quoi. Elles sont enfermées 23h sur 24, elles ont à peine le droit de sortir. Souvent c'est dans des petites cours. Voilà, j'avais lu un article sur Fleury-Mérogis où il y a 12 ou 13 femmes trans qui sont incarcérées là-bas, et elles ont une cour de 25 mètres carrés remplie de fientes de pigeons. Et donc les autres problématiques qu'il peut y avoir aussi, si je me rappelle bien, c'est l'accès aux traitements hormonaux qui peut être compliqué, mais de toute façon comme l'accès aux traitements de manière générale dans les tôles, mais donc alors en plus que ça soit violent psychologiquement de plus avoir accès à des hormones qui te font sentir bien, c'est qu'en fait il y a aussi une forme de sevrage qui est très dur à vivre avec des symptômes physiques qui sont très compliqués, tu vois, d'avoir plus d'hormones d'un coup. Elles n'ont pas le droit aux cantines pour femmes. Enfin, aux cantines, c'est d'accord, c'est en mode tu peux acheter des trucs, je connais pas. Comme des courses. Oui, comme des courses, voilà. Et donc en fait, elles ont accès que aux cantines pour hommes. Donc ce qui est aussi une forme de violence psychologique, d'humiliation. Souvent, il y a beaucoup d'humiliation. Tout les ramène à ça, en fait. Ouais, c'est ça. J'ai lu pas mal d'articles. Il y a beaucoup d'humiliation de la part des matons, aussi des autres prisonniers, mais souvent un peu il y a une forme d'encouragement de la part des matons, des prisonniers. Il y a un peu, souvent dans les articles, il y a un peu une essentialisation, comme si les prisonniers étaient intrinsèquement plus transphobes que dans le reste de la société, sans questionner pourquoi en fait en tôle les gens deviennent aussi plus violents parce que c'est horrible ce qui se passe et que du coup il y a un peu un défoulement sur les plus bizarres de la prison, quoi. La société se construit là-dedans et produit ces trucs-là. Et effectivement, comme tu le disais, les matons, comme il y a tout un tas de violences qui est laissé à l'arbitraire des matons, les matons peuvent punir ou non les comportements transphobes des prisonniers et aussi vont eux et elles se permettre d'avoir des comportements complètement abjects, transphobes, homophobes, etc. parce qu'elles savent que en fait il va rien leur arriver. Pour toutes celles et ceux qui nous rejoignent en cours d'émission, nous c'est 94 degrés à l'ombre. On est une émission anticarcérale, ou en tout cas à visée anticarcérale. On fait du soutien aux personnes détenues pour briser l'isolement. Et là, on est sur la seconde partie de l'émission où on parle plus politique. Bon, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas où on traite des actus politiques. Et hier, c'était la Pride à Rennes. Et là, du coup, on parle de culture LGBT et surtout culture queer. En tout cas, on essaie de se diriger vers ça. Et là, on est en train de parler des femmes trans en prison. Parce qu'on avait envie de faire un lien entre nos luttes anticarcérales et les luttes queer. De toute manière, en fait, nos luttes anticarcérales, elles s'inscrivent dans des luttes... dans des luttes... oh, c'est fou, j'ai oublié le terme. Intersectionnelles. Et du coup, on lutte contre tous les schèmes d'oppression. Et les LGBT-phobies en font partie. Et comme la prison, en fait, il y a tout un tas d'oppressions qui sont produites et reproduites dedans, c'est aussi très important de pouvoir en parler.
Et on apporte bien évidemment notre soutien à toutes les personnes queer qui subissent ou non, d'ailleurs on ne vous souhaite pas de subir des violences, mais voilà, qui sont incarcérées. On vous apporte plein de soutien, plein de mots. On avait déjà lu des témoignages de toute manière de violences qui avaient été perpétrées à la prison des femmes de Rennes. Voilà, on vous apporte tout notre soutien. Solidarité avec les queers incarcérés. Et Solidarité avec les queers incarcérés. Merci pour cette petite intervention, Camille. Ça fait Et du plaisir. coup, bref, c'était pour dire que souvent les meufs trans se retrouvent en prison parce qu'elles sont des meufs trans et que dans la prison, elles vivent des violences elles vivent des violences supplémentaires aux autres prisonniers et prisonnières parce qu'elles sont des meufs trans. Peut-être est-ce que vous voulez lire un petit témoignage, on a le temps, ou il y a d'autres choses à dire peut-être. Je pense qu'on aurait beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on pourrait faire plusieurs émissions sur ce sujet-là, tellement il y aurait de choses à dire. Moi, j'avais un texte sur les privations auxquelles font face les détenus trans dans nos prisons, mais je ne l'ai pas lu en entier avant vous. Du coup, on va le découvrir un peu en même temps. Je ne sais pas si ça vous dit qu'on le lise. Oui, Ok. vas-y, bien Et sûr. voilà, c'est un texte de Mégane Chartier que j'ai trouvé sur Infokiosque. Infokiosque.net qui est un oui. site de brochures Oui. militantes plutôt axées de gauche. Oui, plutôt extrême gauche même. Et puis on y va un peu à chaque émission parce qu'il y a vraiment des super choses qui y sortent. Alors, Merci Infokiosque. il est couramment admis que la plupart des détenus doivent faire face à des difficultés variées pour assurer leur bien-être physique et émotionnel pendant l'incarcération. Cependant, les prisonniers R trans doivent souvent faire face à des difficultés supplémentaires et ou plus sévères en raison de leur statut de minorité de genre. Christopher Daly, du Transgender Law Center, a témoigné en 2005 devant la Commission nationale pour l'élimination du viol en prison quant aux difficultés supplémentaires auxquelles les détenus trans doivent faire face. Ses conclusions principales sont développées ici. Les préjugés sociaux contre les minorités sexuelles ont conduit à une surreprésentation des personnes trans, en particulier MTF, donc les meufs trans, M c'est male to female, parmi la population carcérale nationale. Les discriminations dans le monde du travail sont des facteurs aggravants. Les personnes trans qui se font refuser des emplois en raison de leur identité de genre rejoignent souvent l'économie souterraine, où il y a le travail dans la prostitution et le travail du sexe en ligne, ou encore accèdent à des hormones et les vendent illégalement à d'autres personnes trans qui n'ont pas les moyens d'accéder à un traitement hormonal dans un cadre médical légal. Donc ça c'est un peu ce que Sauterelle pouvait nous expliquer tout à l'heure. Une fois en prison, les personnes transgenres font face à de nombreuses formes d'abus en raison de leur non-conformité de genre. Ces mauvais traitements proviennent de l'administration pénitentiaire et des matons, autant que des autres prisonniers-prisonnières, et varient en forme et en sévérité. Le genre social des prisonniers-prisonnières trans n'est habituellement pas respecté. Les personnes trans préopérées sont incarcérées en fonction de leurs organes génitaux, sans qu'on tienne compte des caractéristiques sexuelles secondaires générées par les traitements hormonaux ou les implants mammaires. De plus, les prisonniers-prisonnières sont constamment et volontairement réassignés par des noms et pronoms qui ne correspondent pas à leur identité de genre. Ces réassignations sont souvent le fait de l'administration et du personnel des prisons. Essayer de les corriger est souvent puni. En raison de leur statut de minorité de genre, les prisonnières trans sont particulièrement susceptibles d'être victimes d'abus physiques et sexuels, autant de la part des autres prisonniers que du personnel de la prison. Leur ambiguïté de genre en fait souvent des cibles populaires d'agressions sexuelles de la part des autres détenus, pendant que les matons autorisent, participent ou encouragent ces comportements. Parfois pour récompenser ou payer des détenus de la population générale. Les matons leur donnent libre accès à une prisonnière trans placée en isolement pour sa sécurité. On refuse aux prisonnières trans l'accès à des vêtements, des soutiens-gorge par exemple, ou des objets, des rasoirs, qui leur permettent de s'habiller et de se préparer en adéquation avec leur identité de genre. On leur refuse aussi souvent l'accès à des ressources pourtant disponibles pour la population générale de la prison, comme des traitements contre l'abus de drogue ou d'alcool, des formations professionnelles, des activités de loisirs, etc. Pour justifier des exclusions, les raisons invoquées sont souvent la sécurité de la détenue. Cependant, des ressources de remplacement dans un environnement sécurisé sont rarement fournies. Et quand elles le sont, leur qualité est rarement, voire jamais équivalente. Les prisonniers-prisonnières trans sont souvent séparés de la population générale des prisons pour assurer leur sécurité. Malheureusement, le résultat le plus répandu de cette séparation est une augmentation de l'isolement social et la réduction de l'accès aux services, aux ressources, aux privilèges, comme l'accès au téléphone, et des opportunités d'avoir même la plus petite interaction avec d'autres personnes. Les prisonniers-prisonnières trans sont régulièrement privés de traitements médicaux adéquats. Cela inclut souvent la privation de traitements hormonaux,
même si l'AE prisonnier-prisonnière suivait un traitement hormonal avant son incarcération, ou le manque de compétences pour faire des ajustements de dosage et ou connaître les éventuelles interactions négatives avec d'autres substances, si les traitements sont poursuivis. De plus, les détenus trans sont parfois sujettes à des examens inappropriés et dégradants de leurs organes génitaux pour satisfaire la curiosité du personnel médical. Les prisonniers-prisonnières transgenres ont peu de moyens pour se protéger de ces différents types de mauvais traitements. Leur ambiguïté de genre et leur statut de minorité de genre les met dans une position particulièrement vulnérable dans un environnement déjà tristement célèbre pour son caractère sévère et abusif. Voilà. Donc je pense que ça résume bien un peu ce qu'on a pu dire tout à l'heure sur notamment les meufs trans en tôle et ce qu'elles subissent. Voilà, Très, l'émission très elle est presque finie, il nous reste 3 minutes, donc je pense qu'on va pouvoir mettre une petite musique de fin et vous dire au revoir et tout ça, et donner de la force à toutes les personnes enfermées, que ce soit en tôle, en ESAT, en HP, en EHPAD, en école tout simplement, voilà tout ça, ou même dans le monde du travail, hein, si on étend vraiment, soyons révolutionnaires jusqu'au bout. Voilà. Et pour conclure, je dirais que les femmes, les queers soutiennent la Palestine. Et on ne répétera jamais assez, mais solidarité avec le peuple palestinien. Regardons ce qui se passe en ce moment. Il y a une initiative qui est grave cool, c'est la Freedom Flotilla, je crois, c'est ça ? Ouais. Qui essaye de briser le blocus humanitaire à Gaza. Donc, Eyes on Gaza, Eyes on Freedom Flotilla. Voilà. Mais on essaiera bientôt de faire une émission pour parler de ce qui se passe à Gaza, parce que c'est clairement une prison à ciel ouvert depuis des années, et là ce qui se passe c'est encore pire, c'est un génocide quoi, donc faut qu'on en parle. Voilà, est-ce qu'on se dirait pas au revoir, et puis je crois Gas, t'avais une musique à faire passer? Peut-être. Non, mais sinon Moi j'avais un truc, Il est 59. j'avais un truc, mais il est 59, c'est pour ça, donc je peux le laisser sur quelques petites secondes. voilà. Et bisous tout le monde. Bisous, prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Salut. Salut.